Yves Grasset, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Nourrir le collectif. Alors pourquoi ce livre sur le collectif? Je suis sociologue de formation et puis j'ai une longue expérience comme consultant, notamment dans le champ des risques psychosociaux. Et on voit bien que le collectif est souvent quand même aujourd'hui en grande difficulté. Bon, moi je pense que, enfin, je pense pas, on essaie de le démontrer qu'effectivement c'est cette montée des plaintes au travail à avoir avec le recul des collectifs. C'est une préoccupation quand même qui aujourd'hui traverse la plus grande partie des secteurs professionnels. Mais alors, est-ce que le sujet pour autant est nouveau? Non, c'est vrai que depuis Michel Crozier, par exemple, et sociologue des organisations, en passant par Christophe Dejour, la psychodynamique du travail, on a beaucoup d'écrits sur la coopération au travail notamment. Par contre, je pense que d'une part, le monde contemporain est en train de se transformer très très vite sur cette thématique des liens au travail, à partir de différents changements. Et puis, ces écrits sont pas forcément très, comment dire, ne posent pas forcément la question des sources même de ces transformations. C'est-à-dire on explique comment se développent les liens, on explique moins la part de responsabilité des organisations de travail. Et alors en quoi le recul des collectifs constitue justement une difficulté? On constitue une déjà pour les salariés parce que effectivement, s'il n'y a pas de capacité de partage, il n'y a pas de recul en fait sur la situation de travail, donc on va référer ce que l'on vit à l'aune de ses propres perceptions, avec tous les risques d'exagération, d'aveuglement en fait, hein, faute de capacité de critique. Mais c'en est une aussi pour l'entreprise, pour l'organisation, parce que le collectif, c'est quand même une source puissante de régulation. C'est-à-dire que face à des changements, et il y a beaucoup de changements dans le monde du travail, on a besoin aussi de coéquipiers qui soient dans une logique de coopération fluide, quoi, pour lequel c'est naturel. Et si on a une série d'individus avec une logique de comportement individuel, c'est évidemment très difficile d'aborder un virage et de prendre, de prendre effectivement le virage qui convient pour assumer le changement pour l'organisation. Alors peut-on lutter contre le délitement de ces collectifs, du collectif? Alors, l'individualisation, bien sûr, elle ne vient pas. Enfin, la source de l'individualisation, c'est pas l'entreprise, mais l'entreprise peut y contribuer. C'est tout ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre. Elle peut y contribuer par des pratiques qui sont quelquefois éminemment, enfin, qui peuvent produire des effets délétères sur les liens au travail. La mise en concurrence entre salariés, ça existe et quelquefois c'est quasiment explicite. Et puis dans l'entreprise elle-même, il y a aussi des pratiques, quelquefois entre services, par exemple de relations de type client-fournisseur. C'est-à-dire qu'on considère que le service d'à côté, c'est plus le service de collègue, c'est le service à qui on doit et à qui on achète. Et, enfin, on est dans une logique marchande finalement au sein de la même entreprise. Évidemment que ce n'est pas propice aux liens de confiance durable. Hein. Et puis il y a d'autres pratiques qui traversent on va dire, d'autres pratiques managériales qui traversent cette question du collectif. La mesure. Aujourd'hui, on a tendance à approcher l'ensemble des activités de travail par la mesure, par le chiffre, par les ratios, par les quotas, par des indicateurs. Ça permet mal quand même de rendre compte quelquefois d'une activité qui peut être complexe. Quand on est dans les métiers de l'humain, c'est carrément très réducteur de saisir l'activité simplement par le nombre de dossiers, par exemple. Et puis, il y a d'autres pratiques, effectivement, que l'on peut sur lesquelles on peut être assez critique et sur lesquelles on doit prendre du recul pour éviter qu'elles se développent. Comment lutter contre ce délitement c'est effectivement en pensant d'abord à la question des liens au travail, c'est-à-dire que laisser des espaces d'échange autant que faire se peut dans l'organisation, laisser les salariés aussi se saisir du travail et le façonner à leurs propres mains, j'ai envie de dire, c'est-à-dire effectivement pouvoir en discuter entre eux, pouvoir décider d'un certain nombre de règles d'aménagement, mais aussi des règles éthiques. Hein, comment on fait le travail, dans quelles conditions c'est du bon travail, etc. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont
critiquable, voire condamnable dans l'entreprise, parce que je pense que la mise en concurrence sciemment, elle conduit au soupçon, elle conduit à la comparaison, elle conduit forcément à la rupture des liens. Et puis il y a une autre tendance sur laquelle il faut peut-être encore un peu insister, c'est ce que l'on appelle la prescription. Aujourd'hui, le travail, dans beaucoup d'environnements, il est très prescrit, c'est-à-dire que l'activité, elle est codifiée, il y a des procédures, il y a des protocoles qui entourent l'activité, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses avec un agencement qui est vraiment de plus en plus précis. Et c'est évidemment pas bon, là aussi, pour les échanges entre professionnels autour de la manière de faire du bon travail, quoi. Et bon, aujourd'hui, la tendance lourde, c'est quand même d'être dans une prescription de plus en plus à distance, c'est-à-dire avec des gens qui sont déconnectés de la réalité du travail, c'est-à-dire qui vont concevoir de manière un peu théorique le travail pour d'autres, mais sans voir malheureusement la difficulté d'application de ces procédures sur le terrain.